Donc je suis sociologue à Toulouse et je travaille essentiellement dans deux directions. D'une part sur le genre et la sexualité, et en particulier j'ai fait un bouquin sur la figure de la folle. Et par ailleurs, j'ai aussi une activité de recherche en sociologie de la santé, mais c'est en lien parce que je me préoccupe de questions de santé sexuelle, donc genre, sexualité, santé. Et vous imaginez le lien sur des questions telles que le VIH-Sida avec les sexualités. Voilà, pour situer. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de la sociologie des arts ou du spectacle, ni même de la réception, mais je vais aborder la question de ces imaginaires par le biais de la sociologie du genre. Très rapidement, ces imaginaires me semblent en fait traverser toutes les cultures et toutes les époques sous plein de formes différentes, festives, rituelles, religieuses, autres, spectaculaires en tout cas, et qu'elles véhiculent toujours des valeurs pour quelles que soient les sociétés dans lesquelles elles se manifestent. Valeurs normatives, symboliques, morales, voire autres. Donc je vais profiter du terme d'homosexualité pour être précis et de me référer à sa construction sociale, fortement présente et suggérée par Foucault dans son premier tome de l'histoire de la sexualité. Et donc je vais vraiment me situer dans ce contexte et être finalement à l'époque contemporaine dans l'Europe occidentale, par extension le monde occidental, bien que sur ces questions, la mondialisation ait également fait ses effets. Donc ça peut aussi concerner au-delà de ce monde occidental. Ces tentatives de généalogie, alors on pourrait prendre la question de ces imaginaires par bien des bouts. On pourrait tenter une approche chronologique, mais on se heurterait à des questions de contexte historique. Et on aurait peut-être du mal à ordonner dans le temps quelque chose d'acceptable. Pareil, selon les expressions artistiques, qui me semblent difficiles à ranger dans une typologie qui tienne la route. Elles sont souvent hybridées, mélangées, et ça change avec le temps. Une analyse d'ordre cultural studies serait possible, je pense. Cultural studies à l'anglaise, c'est-à-dire comme une analyse de classe des cultures populaires sur ces questions de sexualité. Ce serait envisageable, pas fait à ma connaissance, mais je ne suis pas spécialiste. Et puis on peut aussi envisager finalement la réception de ces manifestations d'imaginaire comme un enjeu de distinction sociale, et être là très sociologue, bourdieusien, ce qui n'est finalement pas tout à fait mon cas. La référence à l'homosexualité telle que je l'ai limitée, finalement invite à se référer au genre. Et je considère le genre là vraiment en tant que sociologue, non pas comme un attribut ou une qualité, mais comme un système social qui divise le monde en deux catégories, hommes, femmes, hiérarchisé, avec un rapport de pouvoir entre ces deux catégories, tel que l'ont pensé les féministes matérialistes françaises. Ces catégories de sexe, hommes-femmes, socialement construites, sont aussi instituées par la sexualité, et en particulier par l'hétérosexualité, comprise comme une idéologie ou un régime politique, contraignant à l'hétérosexualité obligatoire et procréative. Cette construction sociale de l'homosexualité, voilà, je prends du classique, elle mobilise une déviance de sexualité, alors déviance au sens sociologique encore, Becker, etc. Une déviance d'identité de genre, c'est pour ça que j'utilise identité de genre et pas genre. Pour moi, genre n'est pas un attribut, ni une qualité. Une dimension pathologique qui est présente, dont Foucault a largement développé la genèse et les effets. Et ça, on a l'individu homosexuel.
ce qui intéressait Foucault, c'est que du coup, là, la sexualité vient caractériser l'ensemble de l'individu, et plus simplement l'une de ses pratiques sociales. Et j'y ajoute, moi, une dimension subculturelle au sens, encore une fois, l'équerre, le camp. Et là, on a la figure de la folle, avec sa dimension culturelle. Et cette figure de la folle, en fait, constitue la référence de compréhension de l'homosexualité en regard de la norme de genre. Ce n'est pas forcément l'unique grille de compréhension, mais c'est une grille de compréhension majeure, y compris encore aujourd'hui même. D'autant plus que la théorie queer est venue, à partir des années 90, compléter un peu ce dispositif de genre, de compréhension sociologique du genre, en questionnant les identités et les catégories, et surtout en reprenant cette idée de matrice hétérosexuelle comme produisant les catégories de sexe, mais laissant ouvert des tas d'autres possibles, une infinité de possibles, qui permet de penser la transsexualité, qui permet de penser le travesti, qui permet de penser toute situation autre que la norme. Évidemment, les théoriciennes queer ont proposé l'idée que le genre est performatif, mais qui donc ouvre la porte à l'idée de performance, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais l'intuition de la performativité vient de travaux d'Esther Newton sur la performance des travestis du spectacle dans les années 60 aux États-Unis. Et vraiment, elle a une filiation entre le spectacle et la conceptualisation intellectuelle d'un genre performatif. L'approche queer englobe aussi la culture populaire comme étant un champ de performativité, d'expression performative. Donc cette camp-là, c'est une notion très peu utilisée en France. Pour le sens commun anglophone, c'est grosso modo la culture des folles, voire même la culture PD, quand on va encore plus large. Vous entendez bien que c'est connoté du point de vue de la catégorie de sexe. On parle effectivement beaucoup du camp pour les hommes, mais pas seulement. On peut le penser aussi comme camp lesbien ou camp féministe, grâce à la théorie queer. C'est moins courant, mais c'est possible. Donc, le camp, c'est très très vite, une posture, et il y a des auteurs c'est un mot qui vient du français, se camper. Donc une posture de la société de cour du XVIIe. Le modèle étant les précieuses ridicules de Molière, se camper. Ou la culture, ou les pratiques de cour, se camper pour être vu. C'est un enjeu de distinction aussi, il y a un grand débat, donc c'est un enjeu de classe. Il y a un grand débat entre Isherwood et Crisp sur le high camp, qui serait finalement du domaine du ballet, de l'opéra, d'une culture d'élite. Et à l'autre extrémité, Quentin Crisp, qui a passé sa vie de petit fonctionnaire habillé en femme, et qui lui parle du camp populaire, d'une culture populaire, du Lao camp. Donc une analyse de classe aussi possible. C'est pour Sontag, dans un texte très connu, Notes on Camp, une esthétique vulgaire, sans aucune valeur. Et à l'opposé, quelqu'un comme Moriès, en France, perçoit et présente le camp comme une esthétique. Dans un domaine artistique, littéraire. C'est un mode de relation, je vais y revenir. C'est une performance de genre, du point de vue de la théorie queer, bien entendu, et c'est là qu'on peut placer les rapports de sexe et les rapports de genre, c'est-à-dire penser le camp aussi du côté des femmes. Et c'est un mode d'action politique et militant, et j'en parlerai à propos des sœurs de la perpétuelle indulgence, qui malheureusement ne vous rendront pas visite. Elles auraient pu. Mais voilà, dommage. Donc j'en parlerai à propos des sœurs. Mais ce camp peut être utilisé comme une expression politique. Alors, pour Esther Newton, cette anthropologue, c'est une anthropologue féministe, elle-même lesbienne, qui a fait sa thèse d'anthropologie sur les travestis du spectacle aux États-Unis.
C'est elle qui, la première, formalise ce que c'est que le camp en sciences sociales, en fait. Elle regarde de près de quoi il s'agit. Et elle dit, c'est avant tout un lien social, à la fois entre pairs, donc qui permet aux homosexuels de se reconnaître entre eux, et un lien social avec le reste du monde, ce qu'elle appelle le monde straight. Donc un mode de relation au monde. On est dans les années 60, on est encore dans cette conceptualisation de deux mondes, parce que la société est tellement répressive aux États-Unis qu'il est nécessaire de penser un monde, nécessaire de penser ainsi. Ces mondes ne peuvent pas se mélanger, leur mélange est trop violent. Donc pour elle, c'est d'abord un lien social. C'est une forme de visibilité, parce que même ces travestis du spectacle se produisent dans des cabarets glauques, à la limite de la banlieue, très peu visibles quand même, hein, sinon ça se passe très mal. Mais il y a quelque chose de visible, quelque chose qui préfigure la libération gay, même si on n'y est pas encore. Et c'est aussi un moyen de négocier la répression. Et elle dit très justement, le camp est un moyen d'amener les dominants à rire de la domination qu'ils exercent avec les dominés, sur laquelle ils exercent la domination. Donc, pour la Folcamp, c'est un moyen d'exercer de reprendre, si peu soit-il, un peu de contrôle sur la violence qu'ils subissent, en amenant leurs oppresseurs à rire de leur propre spectacle. Et elle donne trois caractéristiques qui sont fondamentales pour elle, pour caractériser ce que c'est que le camp. C'est incongru, et un homme qui couche avec un homme, c'est incongru. Ou un homme qui s'habille en femme, c'est incongru. Le camp, c'est forcément théâtral. Effectivement, elle le perçoit, elle, au travers des travestis du spectacle, mais en étudiant les Barguès, sans parler des artistes, etc., il y a toujours un côté théâtral, et ça repose toujours sur l'humour. Avec ces trois caractéristiques, effectivement, on peut caractériser le camp jusqu'à nos jours et dans des tas de situations. Alors, on peut faire quelque chose de très simple de cet ordre-là, et dire que le camp, en tant que subculture des folles, du milieu gay, et d'autant plus dans les années 60, hein, un milieu stigmatisé, cette culture camp, elle est sans arrêt récupérée. Et sans arrêt réappropriée. C'est-à-dire qu'elle circule. Elle n'est pas enfermée dans un ghetto, une minorité, elle circule. Et c'est comme ça que j'ai situé mes trois catégories, c'est beaucoup dire, mais ma manière de décrire ces imaginaires. Je place la caricature dans la culture des masses. C'est-à-dire, c'est une récupération du camp, mais qui est bien loin de ses racines. Je place le cabotinage dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'elle c'est à la fois du côté de la récupération en culture de masse, mais ça parle encore à la communauté ou aux petits groupes. Ça parle encore à la culture, camp. Et puis je place le camping, évidemment, pardon. Je place le camping là où il doit être, hein, essentiellement dans l'entre-soi. Mais même étant dans l'entre-soi, il peut être diffusé dans la culture de masse. Mais ses racines restent véritablement dans la culture gay, et lesbienne, et trans. Parce que maintenant, c'est vrai que ça a des résonances peut-être plus larges. Alors, on comprend bien que mon histoire peut avoir des défauts. Elle n'est pas chronologique, hein. C'est pas la caricature, puis cabotinage. Tout ça se produit en même temps, dans nos époques contemporaines. Et puis les espaces fluctuent. C'est-à-dire que dans une situation où la pression normative est moindre, ben, l'espace du cabotinage s'accroît, et l'espace de la caricature diminue. Et puis, il peut y avoir des retours de l'ordre moral, comme il y en a eu aux États-Unis à partir des années 80 jusqu'en 92 au moins. Eh bien, on a de nouveau la caricature qui prend beaucoup d'importance dans le spectaculaire, dans le spectacle. Et le cabotinage qui devient un art difficile.
Dans ces représentations, finalement, ce qui est représenté au travers de la figure de la folle, c'est la norme de genre. Hein. C'est bien ça l'enjeu. La déviance de sexualité, elle est quasiment toujours implicite. On ne la montre pas, la sexualité, en tant que pratique. Mais c'est la part incongrue. La déviance d'identité de genre, par contre, c'est elle qui sert de support pour véhiculer le camp. Elle est également incongrue, elle est surtout théâtrale. C'est elle qui supporte la théâtralité spectaculaire. Et puis la dimension pathologique, elle est toujours sous-jacente. Dépend des époques, dépend des types. Et elle est soit stigmatisante, non pas aisante, ou soit elle peut être revendiquée aussi. Eh bien oui, on n'est pas normal. Eh bien voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est une façon aussi de dire les choses. Et finalement, globalement, le camp, c'est ce qui constitue le lien social avec le public. Qu'il s'agisse de caricature, de cabotinage ou de camp, je dirais communautaire, mais le mot n'est pas exact. Voilà comment j'organise mon propos. Et alors surtout, je vais vous montrer des images. C'est ça qui est drôle. Voilà. On commence par des caricatures. Vous les connaissez peut-être pour certaines, d'autres pas. Alors voilà un grand classique. Je vais mettre du son. Vachement des soquettes roses, et lui, il en est. Et quand je bats leur pochette, ça me fait quelque chose. On voit qu'il en est. Voilà, c'est un exemple emblématique de toute une série de chansons. Vous voyez, ça, là, années 60, hein, mais vous en avez années 20, années 30, 40. Il y a toute une famille de ça. Tout y est. Hein. Vous avez les postures, aussi dans le langage, des mots codés, rose, prout, c'est anal. Vous avez tout. Et une forme de maniérisation, donc une espèce de transposition de ce qu'est l'efféminement. Mais évidemment, ça n'a aucun rapport avec, c'est de la caricature. C'est de la récupération du camp, pur et dur. Ça plaît au public. Le public rigole, s'amuse. C'est de la stigmatisation gentille. Voilà. Il y en a comme ça. Et il y en a, je n'ai pas cherché de nos jours, je pense que j'en trouverai encore. Une autre. Et à ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la folle du régiment avait un cœur de troubadour. Voilà, même... hein, oui. Voilà. Alors, fait référence quand même au comique troupier, vieux style du cabaret de la chanson française. Donc un milieu de masculinité exclusive contrainte, le service militaire, donc il peut se passer des choses, bien sûr. Vous voyez, là, on est dans les années 70, donc la libération gay a eu lieu. C'est un petit peu moins exubérant, mais tout y est aussi, les gestes, la posture, la marche. Vous voyez, il y a encore tout ce qu'il faut hein, dans ce type de chanson. Chanson populaire, énorme succès, le public est ravi, hein, de nouveau. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je vais la marcher. Et la cuisine, je range, je lave, j'essuie.
À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme aux bêtises. Voilà, on est dans exactement le même, alors, même registre, c'est moins démonstratif, surtout que l'interprétation là est bien plus récente que la chanson. La chanson est des années 70, la fin 70 je crois. Là c'est une interprétation probablement des années 90. C'est beaucoup plus sobre, mais tout y est encore, vous avez la main, le corps, plus discret. Mais le texte par contre est particulièrement démonstratif. On est dans une caricature, énorme succès, y compris d'une partie de la communauté gay et lesbienne qui y voyait un témoignage de reconnaissance. Voilà. Pour moi, c'est là quand même, on reste dans le domaine de la caricature. Ah, ça c'est intéressant. Dans notre immeuble, il y a aussi une boutique d'antiques. Une élégante boutique tenue par deux élégances antiquaires. Son enseigne porte aux deux hortenses. Quel travail, oui, dis donc, Michou. Oui, depuis le temps que je te le dis, il faut penser à ôter les petites opalines roses qui sont dans la vitrine. Mais comment tu as vendu les deux petites opalines roses? Ah, pourquoi elles sont vendues alors? Si on continue à les avoir en vitrine, il y a des clients qui vont entrer, qui vont nous demander le prix, tout ça, on va être empoisonnés encore. Vraiment, tu ne voulais pas m'en défaire. Alors les deux petites opalines roses. Ah bah, tu n'avais qu'à me dire que tu avais une option dessus. C'est Madame Furst qui les a pris, elle voulait en prendre qu'une, et puis finalement, elle a pris les deux parce qu'elle voulait faire un gâteau, je pense qu'elle a. Bah oui, mais c'est fini, parce qu'alors si ça continue comme ça, dans 10 jours, nous pourrons fermer la boutique, nous n'aurons plus rien à vendre du tout. C'est bien ça d'ailleurs, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Il y a un rush sur l'Antiquité, je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent placer leurs trucs, je veux l'argent, je sais pas ce qu'il y a. Dis-moi, dis-moi Coco, la grille d'égout là, qu'est-ce qu'on en fait, on la jette ou quoi? Écoute, ne me pose pas cette question, je t'ai déjà répondu, on n'a rien dans le magasin, c'est pas le moment de se séparer de matériel. Mais la grille d'égout, elle est très jolie, il n'y a qu'à la faire redorer, on la vendra en porte-revue, c'est tout. Ah bah oui, tu as raison, on lampadaire. Non monsieur, c'est terminé, c'est la phrase pas, tu sais, hein. On monte tout dans la terre, on peut bien pour une fois en faire un porte-revue, parce que... Voilà, alors, 1959 quand même, hein. La récupération du camp est un ressort du comique, en France en particulier, et du comique de ce type, hein, deux hommes sur scène. Ça a été utilisé par pas mal d'artistes. Ce sketch, donc là, il est joué pour la télévision, hein, parce que évidemment, il n'y a pas de captation de cabaret de l'époque. C'est, d'après Poiret lui-même, auteur de la pièce, c'est l'idée originelle de La Cage aux Folles. C'est-à-dire qu'il a écrit La Cage aux Folles comme une suite aux Antiquaires. Ah, tu veux jouer les ongles gâteaux? Eh bien, il va falloir qu'ils se pirisent, les ongles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs biscottes comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs, et à boire leur thé comme des fordéales, les ongles. Allons, c'est à droite. Hein? Non, mais qu'est-ce qu'il prend? Il va falloir qu'ils cessent de pleurnicher. Chaque fois que leur conjoint est de la voix, les ongles. Ah, mais alors, je vais te donner à la baguette, moi. Ah, mon petit bonhomme, on va rester là. Et là, on va voir ce que c'est. Allez, redresse-toi. Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Reprends-en une. Tiens-la bien. Ferme, mais pas brutale. N'est-ce pas? La biscotte de l'homme. Voilà, avec tous les doigts dessus. Voilà. La cuillère, maintenant, la confiture. Non, pas deux doigts, la cuillère. Non, pas comme ça, la cuillère. Tenue solidement. Alors. Pas comme une cuillère à peau non plus, alors. Je n'y arriverai. Ne pleurniche pas, je t'en supplie, ne pleure
corniche, pas. C'est quand même parce que j'ai cassé ma biscotte. Tu as cassé ta biscotte, d'accord. C'est malheureux, c'est certain, c'est malheureux. Tu as cassé ta biscotte. Mais dans une circonstance comme celle-ci, tu dois réagir en homme. Voilà. Alors voyons ce que tu sais faire avec le thé. Bois ton thé, maintenant. Bois ton thé. Vas-y. Ça, c'est Delphine Seyrig. Fais-moi Gabin. Imagine Gabin. Imagine Gabin buvant son thé, descendant de sa loco dans la bête humaine et prenant son thé à la cantine. Imagine un peu. Imagine Gabin. Oh, j'ai me fâché, hein? Je crois que c'est une tenue pour monter dans une loco. Ouais, un petit coup de thé, s'il vous plaît. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne. Tu es désespérant. Eh bien, fais-moi Gabin, toi, qui est si malin. Je suis pas sorcier d'avoir l'air d'un bonhomme de temps en temps, bon sang, quoi. Alors, c'est difficile, ça? Difficile de faire ça, non? Un coup de thé, c'est difficile de faire ça? Alors, hop. Voilà. Difficile? Très bien. Ça, c'est Gabin jeune fille. Alors. Tu es d'une mauvaise foi. Bon voilà, c'est un des rares extraits, hein. Elle n'a jamais été capté, ou si elle l'a été, elle n'est pas diffusée. Un des rares extraits de la pièce. Alors, on voit bien, c'est du Camp récupéré, c'est la suite des Antiquaires. Hein. C'est vraiment un numéro, de duo comique. On est après la libération gay. C'est vrai que la pièce a été extrêmement contestée par les militants gays. Les gays, lesbiennes, étaient extrêmement... Poiret a eu des problèmes, hein. Il s'est pris des poubelles sur la tête à la sortie du théâtre du Palais Royal. Et on voit qu'il y a quand même, là, dans cette scène en particulier, il y a quand même quelque chose qui ressort d'une réflexion sur le masculin. Il y a le camp, certes, mais il y a quand même un petit quelque chose qui va peut-être un petit peu plus loin. Et dans l'expression scénique, il y a vraiment des extrémités qui sont atteintes par Serrault. Et Serrault disait lui-même, je me réfère au monde et à l'art des clowns. Et il disait, j'ai regardé jouer des clowns pour créer Zaza. Et il se référait à Fratellini en particulier. Voilà. Donc il y a une récupération probablement quand même enrichie là par Serrault en particulier sur ces représentations. Donc ça a joué 900 fois je crois à Paris, hein. Ça a duré des années. Un succès colossal. Un cabotinage intéressant. Donc là, c'est l'époque des antiquaires, hein, plus ou moins. Je l'ai mis dans le cabotinage parce que Robert Hirsch et Jean Le Poulain font partie de la bande des acteurs de cette génération homosexuelle. Le public ne le sait pas dans ces époques. Par contre, ici, ils se permettent de danser dans une figure classique du travesti qui est la danseuse en tutu. Ils se permettent de le faire au gala des artistes, c'est-à-dire devant leur père et probablement aussi devant beaucoup d'autres homosexuels du spectacle, artistes ou techniciens ou autres. Et donc c'est un cabotinage vraiment.
why don't I slip out and get into something more spectacular? What do you think? All right? You like this one? Yeah, it's one of my favorites. It's not the loudest outfit in my wardrobe, but it's the most expensive. Yeah. You know why? Because of the buttons. They're real diamond buttons. Yeah. In fact, the buttons cost more than the suit. I have here in this hall about 200 suits, 400 sports shirts and slacks, and about 100 pairs of shoes. And believe it or not, I wear them all. I don't blame you for laughing. Bon, je le raccourcis un peu parce que j'ai entendu sonner, je crois. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu. Liberace. Liberace, énorme vedette aux États-Unis, qui a joué pendant toute sa carrière avec le camp, lui-même gay. Alors, il y a eu ce film récent hein, que vous avez peut-être vu. Je cherche le titre. Oui, voilà, Behind the Candelabra, qui raconte une partie de la vie de Liberace. C'est un artiste qui a eu une carrière extrêmement longue, hein, des années 40 aux années 80. Un énorme succès, ça a été l'artiste le mieux payé aux États-Unis pendant une dizaine d'années au moins. Il a joué sans cesse avec le camp. Et là, vous le voyez, il en a toutes les recettes, il fait rire son public, il est théâtral, il est incongru, il s'habille, là encore j'ai choisi une scène où il est habillé à peu près... Il y a bien plus extravagant que ça. Et ça a été le moteur de sa carrière et de son succès, de savoir récupérer le camp. Mais il parlait aussi à toute une frange de gays et de lesbiennes, indirectement. Il a inspiré des tas d'artistes qui ont récupéré par la suite ce type d'interaction. Alors là, c'est vraiment le camp comme relation au public. Presley, c'est typique. Ils se connaissaient. Et Liberace a donné cette clé-là à Presley, au moins sur les vêtements, le glitter, les paillettes. Ensuite, derrière, vous avez tout le glam rock. Et tous, ils ont adulé Liberace. Et il y en a d'autres encore. Alors là, c'est un exemple de camp lesbien. Il y en a peu, c'est Dusty Springfield, en Grande-Bretagne, les années 60. She was almost a female drag queen, you know, girlier than girly. And that was a way of letting her gay and lesbian fans know in a coded sense what she wasn't allowed to express literally and freely at the time. I mean, in a lot of her public utterances, in interviews and so forth, she would use Polari, which was a very specific gay slang. Dusty's secret life remained sufficiently hidden to keep her in the mainstream, buoyed up by her own BBC television variety show between 1966 and 1969. When I said I need you. Je coupe là. Grande vedette en Grande-Bretagne, lesbienne, évidemment pas publique, c'était impossible dans les années 60. Et alors, ce camp lesbien, évidemment, il est moins visible, il est moins démonstratif. Ce que dit le commentateur, qui est un écrivain, c'est qu'elle véhiculait quand même quasiment des codes du travesti, en se présentant sur scène. Robe un peu excessive, glitter, coiffure, voilà, c'est beau avec les années 60, elle en rajoutait, et surtout, elle utilisait quelque chose qui existait en Angleterre, qui existe toujours, le parlary, qui est une forme d'argot camp. C'est-à-dire c'est toute une série de mots codés pour désigner, pour se comprendre entre gays et lesbiennes, sans que le monde hétéro comprenne. Et elle utilisait dans ses chansons des clés, et dans ses interviews, des clés de ce langage secret ou discret. C'était une idole des lesbiennes, vraiment en Grande-Bretagne. Donc son public comprenait qu'elle était lesbienne. Voilà, c'est du camp. Bon, alors on va faire chez nous quand même. Vous avez déjà tourné? Non.
J'ai rencontré des producteurs, mais ils m'ont fait des promesses, mais jamais de rôle, vraiment de rôle, quoi. On va se marier avec Thierry. Oui. Ce sera mon mari Thierry. Et on compte avoir des enfants, et si c'est une fille, on l'appellera Yves. Oui. Alors le mariage, c'est une institution très importante, donc il ne faut pas se moquer. Voilà ce que je pense. J'aurais plus le droit de s'aimer entre hommes, alors merde. L'homosexualité est-elle une tare, un fléau social, une maladie, un particularisme? Il y a deux sortes d'homosexuels, il y a d'abord... Je passe ça. Alors, Coluche était un très grand connaisseur du camp. Donc il l'utilise par moments, d'autres fois pas du tout. Là, dans cette séquence du mariage, c'est donc un happening, quasiment. Le mariage avec le Luron, c'est à triple couche. C'est Coluche, hétérosexuel, qui est travesti, et c'est le Luron, homosexuel planqué, qui est en marié homme. Et de toute façon, il se moque de Mourouzi, homosexuel connu sur la place de Paris, qui, le lendemain de cette farce, va se marier avec une femme. C'est pour ça qu'il dit que si on a une fille, on l'appellera Yves. Donc c'est vraiment un truc à multicouches, incongru, théâtral, drôle. On est en plein dans une mise en scène camp, et il savait très bien le faire. Un grand classique, là, c'est quasiment du pur camp. Voilà, ça c'est du pur camp. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'idée de ce ballet vient des milieux de la libération gay. En fait, initialement, c'était vraiment du théâtre radical off Broadway. Et finalement, qui a été monté peu à peu, professionnalisé, qui maintenant est une troupe, donc qui reste une troupe d'hommes qui dansent des rôles féminins, il y a aussi des rôles masculins dans les ballets, qui produisent des parodies de grands ballets, classiques et contemporains. Et c'est maintenant un divertissement d'extrême qualité. Ça fait le tour du monde, les salles sont combles, toujours. Là, c'est du pur camp, c'est incongru, théâtral, drôle. Il n'y a pas un mot, vous voyez, c'est le camp qui fait le lien avec le public. Le lien social, il est là, et les gens aiment. Il n'y a vraiment que de l'expression. Bon, je vous passe celui-là, mais c'est un grand classique. C'est quelques images des années 60, des années 60 du disco. Le disco est une niche de camp. Alors le son est très mauvais.
vous connaissez le tube. Bon, méga tube disco. Pour le grand public, c'est un méga tube disco, point. C'est un énorme clin d'œil pour les gays. Voilà. C'est une figuration presque caricaturale, ou en tout cas très camp, des icônes masculines des années de la fin 70, c'est-à-dire de ce qu'on appelait à l'époque les clones. Donc il y avait Cuir, il y avait Bûcheron, il y avait... Bon, de cette remise en scène du masculin et voire d'une survirilisation du milieu gay, c'est repris en dérision camp, et le grand public ne voit rien. C'est-à-dire, quand le truc sort, c'est un énorme succès pour le grand public, c'est disco, point. On est en plein cabotinage. Alors, Camping Sauvage, ça c'est très important, les Coquettes, peu connus en France. Alors, deux noms, c'est un groupe qui s'est produit très peu de temps, une année, mais c'était aussi une communauté de vie, c'est-à-dire que la plupart vivaient ensemble dans une grande maison. C'est la côte ouest, c'est San Francisco. Donc voilà, pour situer. C'est surtout une période qui est tout juste post-radicale, juste après Stonewall, et c'est un moment qui est, donc, qu'on peut qualifier de post-camp, camp au sens avant Stonewall, et pré-queer, avant qu'il y ait ces réflexions sur les multiples possibilités de l'identité de genre. C'est en fait un moment qu'on a appelé genderfuck. Oui, aux États-Unis, cette période-là, c'est genderfuck, et l'image emblématique du genderfuck, c'est des vêtements féminins avec une barbe. Voilà. Mais il y a plein d'autres possibilités. Hein. Genderfuck, c'est démerde-toi avec ton genre, tu fais ce que tu veux. Et ça donne ça. Every month we would take a different theme and just run with it. We did the fairy tale extravaganza, where all the fairy tale characters came together for the first time on acid. It appealed to me, the little rascal quality of the Cowcats, because it wasn't just a drag show, it was a hippie sideshow. A lot of people were tone deaf, a lot of people couldn't dance, but you know, when you're on stage, you thought you were the greatest. Man and Butterfly was actually our first talkie, but the whole thing was in fake Cantonese. They were the first kind of like bearded drag queens. They were like hippie acid freak drag queens, which was really new at the time. It still would be new. The shows went from being 5 minutes to being a half an hour to being 3 hours. We'd do another show, Gone with the Showboat to Oklahoma, an all-southern show with characters and songs. Bon, vous voyez ce que c'est à peu près. Donc c'est vraiment la période post-hippie ou encore dans le hippie. On est dans genderfuck. Tout est sous acide. D'où ma question tout à l'heure sur la place des produits dans la spectacularisation du genre. Hein. Et ça dure très peu de temps. Mais ça a inspiré énormément de gens. Beaucoup de gens l'ont vu. Le commentaire là, c'est John Waters. Hein. Donc derrière, il y a Divine, il y a tous les films de Divine. Et John Waters, il a vu les Coquettes. Alors Coquettes, hein, Coquettes, c'est les coquettes. Elles sont jolies. Mais c'est aussi coq. Coquette, petite bite. Voilà. Donc il y avait la sexualité là, c'est un des rares exemples où elle est là, elle est présente. Pratiquement physiquement. Sinon c'est assez rare. Et donc les Coquettes ont inspiré aussi quasi directement les sœurs. Maintenant vous allez voir que des sœurs, parce que je vous les ai amenées en images quand même. Alors, les sœurs c'est 1979, c'est un groupe radical, initialement non mixte, que des hommes gays, et explicitement différentialistes. C'est-à-dire, ces hommes gays disent oui, mais vous avez beau... on peut être assimilé jusqu'à un certain point, mais nous serons toujours différents. L'homosexualité sera toujours différente de l'hétérosexualité. Nous sommes inassimilables complètement. Parce qu'on est dans les années 80, parce que
les mouvements radicaux sont morts, quasiment tous déjà, que la grande histoire c'est le mainstream gay, c'est la question de l'égalité qui vient politiquement. La question de l'égalité, c'est les groupes assimilationnistes. On accepte finalement les règles des dominants au prix de l'égalité. Et les sœurs sont un des rares groupes qui disent non, on sera toujours différents. Alors donc là, c'est pas tout à fait, c'est un petit film, mais qui vous donne une idée de ce qu'étaient les sœurs au tout début, 81, de ce qu'elles étaient à ce stade-là. Donc que des hommes gays, vous allez le voir, il n'y a pas encore de maquillage. For centuries, tradition has been the very cornerstone of the Catholic Church. But as times change, so may traditions. These sisters have devoted themselves to both tradition and change, incorporating in their lives a unique blend of the old and the new. We join them now as they prepare for their morning service. First you get down on your knees, fiddle with your rosaries, bow your head with great respect and genuflect, genuflect, genuflect. Do whatever steps you want if you have cleared them with the pontiff. Everybody say his own, Kyrie eleison, doing the Vatican right. Processional, step into that small confessional. They're the guy who's got religion. I'll tell you if your sin's original. If it is, try playing it safer. Drink the wine and chew the wafer. 2, 4, 6, 8. Climb to transubstantiate. Get down upon your knees. Fiddle with your rosaries. Bow your head with great respect and genuflect, genuflect, genuflect. Make a cross on your abdomen. When in Rome, do like a Roman. Ave Maria, gee, it's good to see you. Getting ecstatic and sort of dramatic and doing the Vatican right. Bon, vous voyez, là c'est le début des sœurs. Alors on est encore très genderfuck, barbe, moustache, robe. Une dérision assez appuyée de l'Église catholique, de la religion catholique même, je dirais. Mais il ne faut pas oublier, on est aux États-Unis. Ça n'a pas la même valeur qu'en Europe. Les États-Unis, c'est pas forcément dans tous les États une religion majoritaire. Par contre, elle porte une image d'extrême pression morale. Et en particulier dans ces années-là, à l'égard des homosexuels, les catholiques étaient vraiment gratinés. Ce qui explique le petit film. Alors, l'année suivante, c'est un petit bout d'interview. C'est un petit bout d'interview télé. C'est Sister Boom Boom. Et là, on commence à être dans le politique parce qu'elle s'est présentée aux élections municipales de San Francisco en sœur, enfin, dans ce personnage de sœur, et contre Diane Fierstein, qui a été élue maire, bien sûr, puis par la suite gouverneur de Californie, mais c'est une femme qui a fait une grande carrière. Et l'affrontement d'une sœur et d'une femme en politique a été très très violente. Diane a très mal pris que la communauté gay ait ce type de candidature dans la course. Bon, la sœur n'avait aucune chance de gagner, bien entendu. Mais ça a vraiment perturbé le jeu électoral. Hello, Sister Boom Boom. Well, hello, darling. How are you today? I'm fabulous. Who is Sister Boom Boom and what does she stand for? Well, Sister Boom Boom is really Sister Rose of the Bloody Stains of the Sacred Robes of Jesus. But that's okay, you can call me Boom Boom. I'm one of an order of gay male nuns dedicated to the expiation of stigmatic guilt and the perpetration of universal joy. We're called the Sisters of Perpetual Indulgence.
and we believe that God created a beautiful paradise for us to live in, and if we would all just enjoy the fruits of that garden, there'd be plenty for everybody to enjoy, and everyone could be happy. Bon, voyez, en un an, ça a changé. Il y a les maquillages, il y a du... Voilà, l'image des sœurs a changé. Et puis bon, là, je vous montre un dernier truc. Les sœurs de Paris. On va passer ça. Voilà. Donc, une prestation publique. Vous allez voir ce que ça donne, si vous n'avez jamais vu. Alléluia, alléluia, mes sœurs, nous avons mis pied sur la rive droite. Alléluia. Notre voyage depuis les marches de la chapelle de la Sorbonne fut galvanisant, je l'espère, plein de moments brillants, déroutants, militants parfois. Je demande à chacune et à chacun de se souvenir du moment où nos yeux ont croisé, ont senti l'appel de la perpétuelle indulgence. Nous sommes venus avec notre passion, avec notre sagesse. Nous sommes arrivés à la fois comme individus et ensemble. Il devait y avoir 6 bougies qui représentent nos 6 vœux. L'expiation de la culpabilité stigmatisante, la promulgation de la joie multiverselle, l'information, la prévention, VIH-Sida, mais également information concernant les infections sexuellement transmissibles, la paix et le dialogue entre les communautés, la charité, enfin le devoir de mémoire. Participons à la protection de ces flammes imaginaires en leur transmettant notre volonté collective de vie et d'évolution. Transmettons, les sœurs. Nous voilà unis de nouveau dans notre combat social et l'illumination spirituelle, plus forte pour poursuivre notre mission de sainte hilarité. Oui. Embrassons-nous. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Faites voler les bisous qui sommeillent dans vos bouches. Et brandissons fièrement nos bijoux, nos maquillages, nos bouches pulpeuses, c'est du Lancôme, c'est cher, nos verges et nos clitos réunis dans une merveilleuse bacchanale. Amen. And a woman. Alors nous sommes aujourd'hui jour de la Saint-Valentin, dans le parc des Buttes-Chaumont pour la course de la Front Runners. De la Saint-Valentin des Front Runners. La Saint-Valentin des Front Runners. Les coureurs. Donc où les Front Runners nous ont demandé bien gentiment de venir participer à leur événement. Pour encourager les coureurs. Voilà, et c'est ce qu'on fait depuis ce matin. On s'est mis à s'habiller simplement. Pour, moi j'ai mis une petite robe toute simple. Voilà, sportivement. Voilà. Et donc on va assister à la course et remettre les récompenses. Voilà. Et féliciter les gagnants. Chaleureusement. Voilà. Bon, pas de commentaires, hein, là. C'est explicite, je pense. Merci beaucoup.